Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien. Je vous fais une vidéo particulière, très particulière, puisque en fait ça va être vraiment l'histoire du commencement de Rêve compulsif. Donc ceux qui me suivent depuis très longtemps, tout comme ceux qui ont eu entre leurs mains mon livre, connaissent cette histoire. Mais il y a très certainement un bon grand nombre d'entre vous qui sont arrivés en cours de chemin qui n'ont pas eu connaissance en fait de ce qui m'est arrivé, de mon histoire et de l'histoire en fait de Rêve compulsif. Et beaucoup de questions sont revenues justement par rapport à ça. Parce que des personnes ont lu mon livre et du coup se sont posées des questions. Ou ça m'est déjà arrivé aussi sur des meet-up de rencontrer certaines personnes à qui il est arrivé des choses également et qui ont ressenti le besoin de se confier, tout comme moi je vais me confier aujourd'hui. Voilà, ça fait partie des étapes plus ou moins difficiles que la vie nous oblige à traverser. D'ailleurs, je fais un gros bisou. Alors, je ne sais plus ton prénom, je suis désolée, mais je pense que tu te reconnaîtras si tu passes par là. Et je pense que tu passeras par là de toute façon quand tu verras la miniature et le titre de la vidéo. À cet abonné que j'ai croisé au Salon du Cheval d'Avignon, qui m'a pleuré dans les bras et qui m'a raconté, en fait, accompagnée de sa maman, que ça lui était arrivé aussi. Elle était beaucoup plus jeune que moi quand ça lui est arrivé. Donc, à toi, je te fais des gros bisous et je t'encourage à continuer de te battre. Voilà. Profite de ta vie. Ça se passe pas toujours bien malheureusement. Moi j'ai la chance d'être encore ici aujourd'hui et c'est cette expérience qui fait je pense ma force, mes faiblesses et ce que je suis aujourd'hui. Et pourquoi j'ai eu envie aussi je pense d'être généreuse, de m'ouvrir aux autres en fait et d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de mon AVC. Voilà, parce que ça fera bientôt 10 ans maintenant que c'est arrivé puisque c'était en 2009, juin 2009, donc dans un an bientôt, on fêtera, si on peut dire, ces fameux 10 ans de premier jour de ma seconde chance de vie. Voilà, donc je remercie par avance toutes les personnes qui prendront le temps de regarder cette vidéo. Elle va pas forcément être facile, rien qu'en vous parlant, là j'ai une boule dans la gorge. Parce que voilà, c'est pas toujours évident en fait de retracer, bien que ça fait 10 ans, des événements qui nous ont fait du mal, des événements qui sont lourds psychologiquement en fait, et qui nous ont fait du mal à nous mais aussi à nos proches. Et je peux tout à fait comprendre que vous vous posiez des questions, vous aussi, parce que voilà, ça fait partie de sujets pas forcément tabous, mais ça fait partie des choses de la vie et c'est important d'en parler, surtout quand on se pose des questions. Je pense que cette vidéo va durer un petit moment, j'en suis désolée, mais voilà, il est important, je pense, que je détaille du moins le plus possible. Pas trop longtemps non plus parce que j'ai pas envie que ma vidéo dure 1 heure, mais voilà, je vous préviens que cette vidéo va être peut-être difficile pour certains à encaisser et risque... Je vais peut-être en perdre en cours de route, mais c'est pas grave. Au moins j'aurai répondu aux personnes que ça intéresse et en espérant effectivement que j'aurai éclairé ces fameuses personnes qui m'ont posé des questions et qui m'ont poussé justement à faire cette vidéo. Alors, en juin 2009, j'étais en concours et je me rappelle que c'était le dernier concours pour me qualifier pour mes tout premiers championnats de France. Donc à l'époque c'était avec Gene Fizz, un cheval anglo-arabe de complément que je montais très régulièrement depuis 2-3 ans. Donc c'était vraiment mon chouchou, mon cheval de cœur avant même que je devienne propriétaire. Et ce jour-là, donc en concours, on part sur la reconnaissance. J'avais très mal à la tête, mais vraiment très mal. Mais il faisait un gros soleil. Du coup, mon coach, ma maman qui était présent, en avait supposé que j'avais dû choper une insolation. Donc on n'arrêtait pas de me vider des bouteilles d'eau sur la tête, histoire de me rafraîchir, tout ça. Mais ça allait vraiment pas, hein. J'étais pas bien, j'en avais des nausées, tout ça, mais en soi, vraiment tous les symptômes d'une insolation. Mon coach me fait après la reconnaissance, pendant la détente, si tu te sens vraiment pas bien, on n'y va pas. Mais c'est vrai que quand je suis en concours, quoi qu'il arrive, même si j'ai super peur et tout, je veux pas vouloir reculer parce que je vais me dire, bon allez, je me suis engagée, maintenant je suis là, tu y vas, parce qu'après tu vas être déçu, tu vas regretter toute ta vie parce que tu vas dire, imagine, j'étais pas allée et ça se serait super bien passé.
et ben voilà, tu vas louper ça quoi. Donc non, je voulais coûte que coûte y aller malgré le fait que j'avais très mal à la tête. Je pars sur mon tour et au final nous remportons l'épreuve, donc j'avais vraiment bien fait de suivre en fait ma conscience et d'y aller quoi. Donc on remportait l'épreuve avec mon Gino, on était qualifiés pour les championnats de France. Vraiment une journée au top si on oubliait les gros céphalées que j'avais. Donc céphalées, pour les plus petits d'entre vous, ça veut dire maux de tête. Donc je rentre à la maison le soir, toujours pas bien. Le lendemain, donc le lundi, j'allais pas bien non plus, je n'arrivais pas à me lever. Le fait d'ouvrir les yeux, la luminosité du jour ou même celle artificielle des lumières me faisait horriblement mal à la tête. Je ne pouvais rester qu'allongée dans le noir et encore, je n'arrivais pas à vraiment me reposer, à m'endormir tellement j'avais mal à la tête. Le peu de fois où je dormais, c'est simplement que j'étais épuisée, mais de lutter en fait, tout simplement. Je ne dormais que d'épuisement. On a pris rendez-vous, alors c'est assez flou au niveau des dates, hein. Je m'en excuse, ça va pas être précis, mais à la limite je pense que c'est pas le plus important. On a pris rendez-vous chez le médecin, parce qu'on trouvait voilà, que l'insolation ne passait pas malgré les médicaments, je prenais des Doliprane, des choses comme ça. Donc on part chez le médecin. Mon médecin traitant n'était pas là, c'était son remplaçant, donc il m'ausculte et au final il me dit que j'ai une grippe. J'avais pas de température, je me sentais pas courbaturée, je toussais pas, enfin pour moi c'était pas une grippe, mais bon je me suis dit il est médecin, il sait ce qu'il fait. Voilà, donc je suis repartie chez moi avec un traitement pour une grippe qui bien entendu n'a pas fonctionné puisque non, ce n'était pas une grippe, j'avais raison, j'avais juste très mal à la tête quoi. On reprend rendez-vous chez le médecin parce que cette fois-ci, mon médecin traitant était revenu et que je sais pas si j'avais plus confiance en elle ou pas, mais on était persuadés avec ma maman qu'il y avait eu une erreur de diagnostic et qu'il fallait que je reconsulte un médecin. Donc je me rappelle, c'était un matin. Après m'être levée, je me suis dit je vais pas partir au médecin comme ça, je vais aller prendre un bain, voilà, même pas une douche, un bain pour me détendre, pour essayer d'aller bien. Donc je fais couler mon bain, je me lave, voilà, je barbote un petit peu mais je me dépêche parce que l'heure tourne et que j'ai rendez-vous. Puis je sors de mon bain et là j'ai un trou noir en fait, je sens comme la pression sanguine en fait qui remonte à ma tête. Ça m'arrive assez régulièrement, donc je me suis pas inquiétée. Quand je prends un bain, je sais pas si ça vous le fait, c'est la température en fait. Quand je me lève trop vite, après mais j'ai besoin de m'asseoir quelque temps et ça me le fait aussi à cheval. Quand je cure les pieds de mon cheval et que je me relève trop vite, eh bien j'ai besoin en fait de reprendre un peu mes idées. Ça fait comme des petits vertiges en fait. Donc à ce moment-là, ce que je fais, je m'enveloppe dans la serviette, ça va pas, je m'assois sur les toilettes qui étaient juste à côté de la baignoire, je ferme les yeux 2 secondes pour me reposer, voilà, parce qu'en principe en 5 secondes, je suis revenue à moi. Sauf que je ne me suis pas rendu compte que je m'étais évanouie en fait, pendant quelques temps. Et quand j'ai réouvert les yeux, pour moi c'était une fraction de seconde, alors que non. J'avais ma mère qui était au téléphone devant moi en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelais plus de rien, je me rappelais juste de m'être assoupie, enfin, d'avoir fermé les yeux, de m'être assise, d'avoir fermé les yeux et de les avoir ouverts quelques secondes après. Et au final, non. Donc je vois ma mère comme ça, je comprends qu'elle est au téléphone avec le SAMU, d'après ce qu'elle dit. Elle est en train d'expliquer qu'apparemment, elle m'avait trouvé là, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, en train d'avoir des pulsations cardiaques en fait, en train de... Enfin, pour elle, j'étais morte. Clairement, elle pensait vraiment que c'est pas facile hein, d'en parler. Moi, j'ai pas les images en tête, mais quand j'essaie de visualiser ce que ma mère a pu voir, ça fait peur. Elle m'en parle encore des fois. Elle a eu la sensation de retrouver sa fille, sa chair, morte et de ne rien pouvoir faire. Elle avait vraiment l'impression, voilà, j'étais toute bleue, j'avais les yeux grands ouverts et comme les dernières pulsations cardiaques en fait. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me suis levée parce que je me rappelle, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais bon, ça va faire du bien en fait de rigoler un peu après ce petit épisode.
j'étais en période de règles et j'étais forcément, comme je sortais de mon bain, j'étais toute nue et il y avait du sang partout. Et comme j'ai compris que le SAMU allait arriver, la première chose que j'ai fait en me levant, c'est maman, tu m'habilles, je veux pas être toute nue quand ils vont arriver, j'ai du sang partout. Sauf qu'en me relevant, bam, je me suis réeffondrée par terre et je suis retombée dans les pommes, mais je l'entendais hurler. Je me rappelle même pas si elle a eu le réflexe de me mettre en position latérale de sécurité ou pas. Mais c'était un moment très très dur pour elle, je pense. Plus pour elle que pour moi qui ne réalisais pas. Mais elle voyait tout et elle ne pouvait rien faire. Donc je me rappelle être revenue à moi. J'allais bien. À ce moment-là, j'allais bien. Je suis pas retournée dans les pommes. Elle m'a aidée à me relever. Elle m'a mis des sous-vêtements, elle m'a enfilé une chemise de nuit très rapidement et je me rappelle qu'elle m'a guidée en fait dans sa chambre à elle qui se trouvait juste à côté de la salle de bain. Elle m'a installée dans son lit en attendant que le SAMU arrive et je me rappelle d'être passée devant le miroir qui était juste en face de son lit et de m'être vue et j'ai vu un cadavre. J'étais bleue, je n'avais plus de couleur, je n'avais plus de... Mon sang ne circulait plus en fait. Clairement, je pense que c'est ça, j'avais perdu les couleurs rosées de mes joues, j'étais plus beige, j'étais bleue, bleu, un cadavre, horrible. Mais ça allait, je sentais vraiment que j'avais... Je sais plus si j'avais plus mal à la tête, mais en tout cas j'avais plus cette sensation de vertige et je me sentais bien, ça allait. Donc le SAMU est arrivé, ils m'ont pris la tension, ils m'ont mis sous oxygénation, j'avais des tuyaux dans le nez pour m'aider à prendre un petit peu, à revenir à moi en fait. Et ils m'ont dit, bon votre fille on l'emmène aux urgences, on va faire des examens complémentaires. Donc je suis partie aux urgences. Arrivée aux urgences, à n'y rien comprendre, on me fait faire des tests de flexion, des tests d'équilibre, les yeux fermés, touche ton nez, enfin des choses que je pense si vous avez déjà été aux urgences, on vous a très certainement déjà fait. Et tout allait bien, tout allait bien. Et le médecin s'est pas moqué, mais a regardé ma mère en lui disant « Mais vous nous l'amenez pourquoi votre fille ?» Ma mère était tellement colérique d'avoir entendu cette chose, enfin ces paroles après avoir vu et vécu ce qu'elle a vécu. Mais en même temps, il est vrai qu'à ce moment-là, j'allais très bien. Voilà, comme si mon corps s'était reboosté en un rien de temps, j'allais très bien. Donc, mon papa qui est du milieu aussi infirmier, parce que mes parents sont divorcés, avait été prévenu que j'étais aux urgences, donc il était venu à ce moment-là. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, il est du milieu en fait, il est cadre infirmier dans un autre hôpital et il les a poussés à me faire passer un scanner. Les médecins ont expliqué à mes parents que ça ne se passait pas comme ça, qu'un scanner il fallait prendre un rendez-vous, que c'était pas un cas d'urgence puisque j'allais bien en soi, mais mes parents ont vraiment insisté, notamment mon père, que je remercie beaucoup et je me dis qu'on a eu vraiment de la chance parce que moi, mon papa était dans le milieu, mais quelqu'un dont les parents ne sont pas dans le milieu, et ben peut-être que ça se serait pas passé comme ça et ça se serait peut-être mal fini, vous allez comprendre après pourquoi. Mais je me dis quelque part, j'ai peut-être une bonne étoile, je sais pas. Faut que j'arrête de pleurer, mais c'est pas facile. Donc, j'ai passé ce fameux scanner. On a attendu les résultats ensuite et je me rappelle d'avoir vu... Enfin, c'est les lumières des hôpitaux en fait, c'est une lumière tellement éblouissante, j'avais tellement mal à la tête, ça me faisait... C'était horrible, j'avais l'impression que l'attente des résultats était interminable. Surtout que j'étais toute seule dans une chambre, mes parents étaient dans le couloir et attendaient en fait le verdict des médecins parce que moi, enfin je sais pas pourquoi j'étais toute seule en fait. Et mon papa, au bout d'un moment, est rentré dans la pièce. Il m'a dit « Cassandre, tu as un problème au cerveau. » Qu'est-ce que j'ai? Quoi? Enfin, je sais pas. Comment ça, j'ai un problème au cerveau? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a rien dit de plus en fait. Il m'a dit « Il faut qu'on t'emmène de toute urgence à l'hôpital de Bretonneux, donc de Tours, qui était à 40 minutes de là où je me trouvais à ce moment-là. » Ok, de toute façon j'y vais. Donc, mais je ne savais pas ce que j'avais. Voilà, j'avais un problème au cerveau. Mon père était en larmes.
mais je savais pas ce que j'avais. Bon, je monte dans le camion du SAMU parce qu'il n'y avait pas d'hélicoptère à ce moment-là. Il m'avait dit qu'il fallait que ce soit très rapide. Donc je monte dans le camion accompagnée de ma maman et mon papa nous suivait derrière. Et à ce moment-là, ma mère était en larmes. Elle avait, je m'en rappelle, son spectacle de danse à faire le lendemain. Et d'ailleurs, elle était censée être en répétition à ce moment-là. Je crois qu'il était 18 h, un truc comme ça. Et elle avait appelé en fait ma tata qui faisait de la danse aussi avec elle pour la prévenir qu'elle partait d'urgence à Tours avec moi. Et qu'elle ne pourrait pas du coup assister à sa répétition. Et ma tata, je me rappelle l'avoir entendu dire mais qu'est-ce qu'elle a et dis-moi si sa vie est en danger. Et ma maman lui a dit ne me pose pas cette question, ils savent pas. Donc j'ai demandé à ma maman d'écrire, je me rappelle, d'appeler mes 2 meilleures amies de l'époque, qui s'appelaient Sarah et Déborah, et de leur dire que je les aimais. Je savais pas si... d'après ma mère, on ne savait pas si j'arriverais à temps à l'hôpital et si je serais encore en vie à ce moment-là. Mais je suis là, je suis là aujourd'hui. Mais ça fait très peur. Même si en soi, je pense que c'est plus douloureux pour les personnes accompagnantes que pour nous-mêmes, parce que nous, en soi, on comprend pas vraiment. On vit, voilà, on arrive à sentir quand ça va pas, mais les personnes accompagnantes qui, elles, ne ressentent aucun symptôme, qui ne sont que passifs de la situation, en fait, je pense que c'est encore plus dur pour elles. Donc je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en vie. On m'a tout de suite fait des piqûres dans le ventre. Et on m'a expliqué qu'en fait j'avais un AVC, donc j'ai passé un IRM pour confirmer les résultats du scanner et j'avais en fait de gros caillots de sang qui s'étaient formés dans les veines et les artères de mon cerveau. Donc j'avais toute cette partie-là qui était complètement bouchée et plein de petites veines sur le côté qui étaient bouchées également. Donc il fallait de toute urgence liquéfier mon sang au risque que je meure. Donc ça c'est la partie la plus dure en fait, la plus douloureuse de l'histoire parce que voilà, c'est les premiers symptômes, l'incompréhension, la peur, la prise en charge, se dire que voilà, il n'y a pas eu, je sais pas si on peut parler d'erreur médicale ou pas, mais je me dis que voilà, mon papa n'aurait pas été infirmier, peut-être qu'on aurait attendu finalement pour passer des examens et qu'au final je serais peut-être morte chez moi à avoir attendu et à ne pas avoir poussé les examens. Donc on m'a liquéfié mon sang, je suis restée à l'hôpital pendant 1 semaine. J'étais dans un... Comme j'avais 18 ans, j'étais majeure, je ne pouvais pas être dans un hôpital pour enfants, donc j'étais essentiellement qu'avec des personnes âgées parce que voilà, en neurologie, la plupart du temps, ce sont effectivement les personnes âgées qui ont ce genre de problèmes, d'AVC, de choses comme ça. Donc comme disent les médecins, je récupérais extrêmement vite parce que voilà, mon corps était jeune, donc j'avais une force que d'autres personnes n'ont pas, donc ils trouvaient ça vraiment impressionnant. Je suis restée alitée à l'hôpital pendant 1 semaine, donc je recevais des piqûres dans le ventre régulièrement pour me faire mes anticoagulants en fait, pour m'injecter les anticoagulants, pour justement liquéfier mon sang pour que tout ça se résorbe, pour que le sang recircule correctement. Après ces piqûres, c'était des médicaments que je devais prendre et j'avais une prise de sang à faire toutes les 24 heures au début, 48 heures après, ensuite tous les 3 jours. Enfin, voilà, j'ai vraiment été extrêmement bien suivie à la suite de tout ça. On m'a refait des scanners et des IRM de contrôle régulièrement aussi pour voir l'étendue des dégâts et pour voir si ça se résorbait bien. Je suis sortie de l'hôpital parce que j'étais majeure et parce que j'en avais marre, voilà. J'aurais été mineure, mes parents m'auraient forcée à rester encore, mais j'en avais marre, tout simplement. J'avais envie de vivre, voilà, j'avais envie de retourner aux écuries, de voir les chevaux, j'avais envie de revoir mes copines. Moi, je me sentais bien, voilà, pour moi, c'était terminé cet épisode. Je me sentais revivre, en fait.
entre guillemets, parce que ça a été un véritable cauchemar en fait quand je suis sortie. Mais en soi, je me sentais bien et je me sentais suivie. Voilà, je me disais, il ne va plus rien m'arriver, maintenant on sait ce que j'ai, on le prend en compte, on le soigne et il n'y a pas de raison en fait. Donc je suis sortie de l'hôpital en fauteuil roulant parce que j'avais perdu la mobilité, la motricité de ma jambe gauche. Donc je n'ai pas pu passer mon permis aussi. Je devais passer le permis mais finalement tout s'est arrêté. Voilà. Il a fallu attendre que je puisse avoir de nouveau l'autorisation médicale pour passer mon permis. Mais rien me fatiguait. Voilà. Même en fauteuil roulant, j'avais envie de dormir tout le temps, j'étais épuisée, j'avais plus de force. C'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, même 10 ans plus tard, j'ai encore mal au dos de temps en temps parce qu'en fait c'est cette semaine et ces mois d'alitement qui ont suivi ont fait que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire en fait et c'est là que mon hernie discale, que mes hernies discales se sont installées au niveau de mon dos et je pense que c'est les seules vraies séquelles que j'ai là à l'heure actuelle maintenant. C'est que j'ai encore des problèmes au niveau du dos suite à ça. Donc un cauchemar dans le sens où comme je prenais des anticoagulants, j'étais ce qu'on appelle hémophile, c'est-à-dire que le moindre petit bleu, la moindre chute ou le moindre bobo avec du sang pouvait faire une hémorragie. Donc il était bien évident que je ne pouvais pas monter à cheval et ne pas risquer de me prendre un coup, ne pas risquer de tomber parce qu'une hémorragie, ça peut vous vider votre sang en un rien de temps et encore une fois, vous pouvez mourir. Donc c'était un calvaire. Donc bien évidemment, au revoir mes championnats de France. Je m'étais qualifiée juste avant qu'on diagnostique tout ça, mais j'ai pas pu les faire parce que j'ai arrêté de monter pendant 6 mois. Donc pas de permis, je pouvais pas... La fête de la musique, je me rappelle, j'avais pas pu y aller parce que j'étais trop fatiguée. Toutes mes copines et copains y étaient et moi j'étais cloîtrée chez moi dans mon lit, voilà, à rien pouvoir faire. Donc c'était pas facile, voilà. On prend le bon côté des choses, on se dit qu'on a réussi à nous sauver, mais au final, combien de temps ça va durer tout ça et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça surtout? C'est pas juste en fait. Ça arrive à n'importe qui, on se dit toujours que ça arrive aux autres et quand ça nous arrive à nous, ça fait chier. Donc j'allais aux écuries, je prenais mes copines en photo, voilà, je voyais les chevaux mais je pouvais pas les monter. Je restais à pied. Et puis j'en ai eu marre de tout ça en fait. Au bout de 6 mois, j'en ai eu marre. J'ai envoyé tout le monde balader. C'est pas forcément un exemple à suivre, hein, mais voilà, les résultats des scanners ont montré que ça y est, mon cerveau était complètement propre en fait, et que tout allait bien. Donc je me suis dit, pourquoi on continue de m'infliger tout ça? Pourquoi est-ce que je dois continuer de me priver de vivre en fait? Moi j'ai envie de... Voilà, je suis jeune, je venais d'avoir 18 ans, toutes mes copines faisaient plein de choses, et moi au final j'étais privée de tout ça alors que j'allais bien, voilà, mes jambes, ça allait, enfin ma jambe gauche, j'avais retrouvé la mobilité, j'avais plus mal à la tête, je ne comprenais pas pourquoi en fait je devais continuer à faire tout ça. Donc j'en ai parlé à mon médecin, avec ma maman qui était complètement affolée, qui avait très peur de ma décision en fait. Mais comme j'étais majeure, j'ai eu gain de cause, voilà. Et les médecins m'ont expliqué que si je voulais remonter, parce que mon but ultime à moi c'était de remonter à cheval, je m'en foutais voilà, qu'on m'interdise de faire encore plein de trucs, mais je voulais remonter à cheval. Et les médecins ne pouvaient pas, ne me donnaient pas l'accord étant donné que je prenais des anticoagulants. Mais voilà, au bout de 6 mois, ils ont vu que de toute façon, coûte que coûte, je le ferais. Donc ils m'ont retiré les anticoagulants. Je continuais de faire des prises de sang au cas où, on a continué de faire des scanners, mais j'ai pu remonter à cheval. Et là, ça a été un bonheur sans nom. Sauf que avant tout ça, avant justement que je remonte à cheval, et c'est de là qu'est né Rêve Compulsif, mes grands-parents en fait ont pris entre guillemets pitié, enfin je veux dire, c'était, voilà, ils savaient très bien que c'était pas facile pour moi, ils savaient très bien que j'avais envie de remonter à cheval, enfin que ma passion était entre guillemets abandonnée à cause de mon état de santé, et ils m'ont offert Ultra, ma petite Paulette, voilà. Elle avait 2 ans à ce moment-là, donc 2 ans, un poulain en fait, et on peut pas monter dessus à ce moment-là, donc je risquais pas de monter sur elle. Et en fait, Ultra, ça a été mon oxygène,
ma raison de me battre. Voilà, Ultra est arrivée dans ma vie, elle m'a redonné en fait la joie de vivre, tout simplement parce que j'avais une nouvelle arrivante dans la famille et quelqu'un qui avait besoin de moi, tout simplement parce que elle quittait son élevage, donc sa maman, et bien qu'elle avait 2 ans, elle était encore là-bas, et elle arrivait, elle avait encore tout à apprendre, et tout ça, ça dépendait de moi. Donc je me suis sentie importante, en fait. Je me suis dit, ça y est, je vais resservir à quelque chose, entre guillemets, ma vie va reprendre un sens. Et c'est de là que j'ai créé mon skyblog Rêve Compulsif. Et pourquoi Rêve Compulsif? Tout simplement parce que quand vous frôlez la mort de peu, quand la vie vous offre une seconde chance, coûte que coûte, vous avez envie de réaliser vos rêves parce que vous prenez conscience vraiment de la vraie valeur de la vie et vous vous dites que tout peut s'arrêter. Et qu'est-ce qui fait qu'une vie est belle? Et c'est le fait d'avoir des rêves justement et de se battre pour les réaliser. Donc c'est pour ça que j'avais rêve. Et le compulsif, c'est tout simplement parce qu'on en a marre, qu'on nous pose des limites en fait. Parce que après tout ça, on n'a plus envie de prendre en considération justement le fait d'attendre. On n'a plus envie d'être patiente, on a envie de se dire non, tu vas vivre tes rêves compulsivement, sans prendre en considération les choses qui peuvent se passer, tout ça. Bon, avec du recul, maintenant je suis quand même beaucoup plus raisonnable, mais à ce moment-là, je me sentais tellement... Rien ne pouvait m'arrêter en fait. Voilà, je revivais. On me donnait l'opportunité de vivre, tout simplement, une deuxième chance. Et je voulais vraiment vivre mes rêves compulsivement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Rêve Compulsif. C'est pas un nom en l'air que j'ai choisi comme ça. Aujourd'hui, avec du recul, comme vous pouvez le voir, tout va bien. Je n'ai pas forcément de raison de refaire un AVC et on n'a jamais vraiment trouvé les causes. Pourquoi? On ne saura jamais peut-être. Donc du coup, ce que les médecins m'ont préconisé de faire, c'est tout simplement que je ne prends pas, parce que à l'époque je prenais la pilule, je ne sais plus laquelle, mais j'avais une pilule hormonale en fait, parce que j'avais des règles très douloureuses et c'était la seule façon pour moi de les calmer. Donc on m'a mis ça sur le dos de la pilule sans vraiment savoir si c'était ça ou pas. Donc la seule contre-indication que j'ai aujourd'hui, c'est que je n'ai plus le droit de prendre tout ce qui est pilule, implant, etc. Donc on a trouvé d'autres moyens de contraception, hein. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on pense qui est responsable de ça, et encore on n'en est pas sûr. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je vais bien, tout s'est bien terminé. Encore une fois, je pense que j'ai une bonne étoile quelque part. Mais je pense que maintenant vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que je suis si sensible, pourquoi est-ce que je suis si ouverte aussi d'esprit, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de... Je sais pas, profiter de la vie quoi. Si j'ai un message à faire passer à travers ma chaîne, en fait c'est ça, c'est profiter de la vie, sachez apprécier ce que vous avez, fixez-vous des objectifs et des rêves et donnez-vous les moyens de les atteindre en fait pour être heureux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a entre guillemets ouvert un peu l'esprit et j'espère qu'elle vous aura fait comprendre certaines choses, aussi certaines valeurs de la vie. Comme quoi il est important vraiment de vivre, tout simplement. Et je remercie les personnes qui m'ont poussé à faire cette vidéo parce que j'ai mis du temps à la faire. Je me suis dit non, j'avais peur que les gens me jettent la pierre en me disant mais tu fais cette vidéo pour qu'on prenne pitié de toi, alors que pas du tout. Enfin, c'est encore une fois un message que j'ai envie de véhiculer. Voilà, si mon histoire peut faire ouvrir les yeux et peut redonner de l'espoir en fait tout simplement, et bah ouais, pourquoi pas la partager, surtout que je l'ai fait il y a quelques années, je le fais de moins en moins maintenant parce que voilà, ça remonte à quasiment 10 ans, mais et ben pourquoi pas revenir voilà, sur cette histoire et donner de l'espoir à l'humanité et de la joie un petit peu. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one.